Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis ravie d'accueillir dans cet épisode Ohémine Solaire. Face à l'exposition solaire, il est indispensable de préparer sa peau, on le sait. Le complément alimentaire Ohémine Solaire sera votre allié idéal les amis pour les beaux jours grâce à son complexe de plantes qui contient les vitamines naturelles A et C nécessaires pour préserver la santé de la peau. De plus, Ohémine Solaire contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif et favorise la régénération de la vitamine E. Le tout 100% d'origine naturelle et fabriqué en France. Alors pour préparer dès maintenant votre peau au soleil avec Ohémine Solaire, rendez-vous sur le site www.ohemine.fr OEMINE.fr. Merci encore à Ohémine pour sa fidélité. Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Aujourd'hui, Claire-Marie Dikanska accueille une personnalité inspirante qui vous donnera les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Les blessures d'enfance, on en a toutes et tous et elles nous suivent souvent beaucoup plus longtemps qu'on ne le voudrait. Plus nos traumatismes sont violents et plus ils sont enfouis dans le secret et dans la honte. Dans son livre À corps ouvert, publié aux éditions Robert Laffont, notre invité du jour nous pousse à lâcher cette culpabilité qui nous ronge, à affronter le regard de l'autre et à parler. Pendant plusieurs années, l'actrice et autrice vit dans le silence un terrible tabou, l'inceste infligé par son père. Le déclic a lieu quand elle apprend que sa sœur en est elle aussi victime. Pour la protéger, elle décide de tout dire. Dans une narration pleine d'émotions, cette survivante raconte sa prise de parole et le long processus de reconstruction qui s'ensuit. En filigrane de son courageux récit, il y a la lâcheté d'un coupable qui refuse d'admettre son crime et par là de donner la reconnaissance qu'elle mérite à celle dont il a abusé pendant des années. Malgré la brutalité de ce déni, la jeune femme ne perd pas espoir et s'entête sur le chemin de la guérison. Son message, c'est possible, on peut s'en sortir même lorsqu'on a vécu l'innommable. Bonjour Vaina Diokante, bienvenue dans Graines de Métamorphose. Magnifique présentation. Merci. Bonjour. Ta relation avec ton père a été détruite par l'inceste. À l'âge de 10 ans, tu déclares à ta mère que tu refuses désormais d'aller en vacances chez lui sans lui donner plus de détails. Quel est le déclic pour toi et pourquoi tu ne révèles pas tout à ta mère à ce moment-là ? Alors, c'est une bonne question. Le déclic, il est très flou. C'est-à-dire, je pense que c'est probablement des changements au niveau de mon corps. Je suis en prépuberté, j'ai 11 ans, donc je sens que je suis de plus en plus gênée, en fait, par ces échanges entre mon père et moi, ces échanges sexuels. Et donc, quelque part, il y a quelque chose tout d'un coup qui... Là où c'était une forme de normalité plus jeune, parce que ça a commencé très très jeune, et donc très jeune, on n'a vraiment pas du tout ni les clés de compréhension, ni... Là, à 11 ans, on grandit, on commence à se sentir plus son corps qui change, ou qui commence à peine à changer. Donc je pense que c'est ça qui a été le déclic, je pense. Et pourquoi j'en ai pas parlé ? Parce que j'avais vraiment conscience que les répercussions pouvaient être graves, qu'il pouvait aller en prison, potentiellement moi aussi. Enfin, je pensais que je serais punie. Et je savais qu'il y avait une dimension de destruction de la famille. Et je voulais pas non plus faire de mal ou à ma mère. Et puis parce que c'est très, très dur à dire. C'est pas quelque chose qui est simple ou facile de les sortir, ces mots. C'est pour ça que quand on accuse un enfant de mentir, je pense pas que les personnes réalisent à quel point c'est éprouvant de les mettre, ces mots, et de les sortir, et de nommer l'acte de l'inceste en lui-même. C'est pas pour rien que c'est le plus gros tabou de cette société. C'est parce que c'est extrêmement difficile de les poser, ces mots. Tu dis que tu étais gênée, tu parles de tabou. À l'époque, tu ne te considères pas comme une victime. Tu portes au contraire la honte de ce que tu as vécu, comme on le voit dans ton livre. Et cette honte, c'est une expérience commune aux victimes d'agressions sexuelles. Pourquoi ? Ah oui, ça, c'est l'émotion principale qui est liée à l'abus sexuel, à la violence sexuelle. Il y a cette dimension de honte, ce qu'on a l'impression de...
on a l'impression d'être coupable. Alors, il y a plusieurs aspects à cette culpabilité. La première, c'est de ne pas avoir dit non ou assez, ou de ne pas avoir su se protéger soi. Ensuite, dans certains cas, il peut y avoir des sensations de spasme ou de plaisir. Alors là, c'est le tabou dans le tabou. Là, c'est le tabou ultime. C'est vraiment... parce que malheureusement, on est des humains, et donc il y a aussi cet aspect physiologique qui fait que parfois, on peut éprouver des choses. Donc là, c'est encore... On se dit, je suis coupable d'avoir ressenti ça. Et après, il y a aussi la culpabilité de l'agresseur. C'est-à-dire que je pense que c'est un peu comme un virus qui se refile, quoi. Inconsciemment, il doit y avoir une culpabilité, une honte à faire ça qui se transmet, qui se refile, quoi. C'est vraiment... on sent le côté... le secret aussi. La dimension secrète. Donc, si c'est secret, si c'est tabou, ça veut dire qu'on a quelque chose à cacher. Et donc, si on a quelque chose à cacher, ça veut dire que c'est... oui, que c'est sale, quoi. C'est mal. Mais après, encore une fois, c'est très compliqué de les mettre, ces mots. C'est-à-dire qu'on le ressent, mais c'est très difficile de les poser quand on est aussi jeune. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on a honte ? Et la démarche de m'exposer aussi, c'est aussi de dire à celles et ceux qui sont, je l'appelle le cachot de la honte, à celles et ceux qui sont encore dans le cachot de la honte, de dire non, sortez à l'air libre, on n'a plus à avoir honte de rien, on n'est ni sale, ni abîmé, enfin on est abîmé, mais voilà, nous ne sommes pas responsables de ce qui nous est arrivé. Et la victime, oui, j'ai eu beaucoup de mal à ne serait-ce que comprendre. C'est-à-dire que dans mon cas, c'était avec mon père, donc il y avait beaucoup de douceur, il n'y avait pas de douleur physique. Et donc c'est ce que j'explique, c'est comment est-ce qu'on comprend la déflagration après, comment est-ce qu'on comprend la destruction que ça va engendrer, comment est-ce qu'on comprend que cet acte-là qui a basculé, il est profondément destructeur au point d'anéantir complètement son identité, en fait. Et ça amène beaucoup de confusion aussi. Confusion entre l'amour, le désir, soi, l'autre, les limites à ne pas franchir. Et alors quand c'est vraiment, dans mon cas, avec son père, qui est vraiment la structure même, c'était compliqué. C'est très compliqué. Très compliqué de comprendre le mécanisme de destruction derrière ça. Dans ton livre, il y a une série de lettres à différentes personnes ou à différentes catégories de personnes auxquelles tu voudrais transmettre un message. Et justement, tu parles de cette honte dans une lettre aux adultes qui, je cite, ont l'idée de jouer au docteur avec des enfants. Quel message voudrais-tu leur transmettre ? En fait, je pense que certains agresseurs, je pense même que dans la majorité, les agresseurs sont des anciennes victimes. Je pense que c'est des anciennes victimes qui sont restées coincées ou bloquées dans leur traumatisme d'enfant. Et parfois, j'ai l'impression qu'il y en a qui ne se rendent pas forcément compte non plus. Il y en a, oui. Enfin, il doit y avoir certainement aussi des agresseurs qui sont vraiment dans cette dynamique de pouvoir. Mais j'aimerais leur dire que justement, ce ne sont pas des petits jeux sans conséquences. Ce ne sont pas des chatouilles. Je suis allée voir la pièce hier, les chatouilles. Donc, remarquable, spectaculaire. Ce ne sont pas des chatouilles, ce ne sont pas des petits jeux sans conséquences, ce ne sont pas des câlins plus. C'est vraiment c'est poser une mine à l'intérieur d'un être vivant, en fait. Et cette mine, on ne sait pas quand elle va exploser, mais elle va exploser, c'est sûr. Et des fois, il y a des déclencheurs qui arrivent plus ou moins tôt, mais donc c'est vraiment de prendre conscience que si vous avez en vous et que vous sentez une attirance, un désir, une pulsion sexuelle vis-à-vis d'un enfant, allez demander de l'aide. Guérissez vous-même vos traumatismes. Parce qu'en fait, le traumatisme engendre le traumatisme, et donc c'est un espèce de cercle sans fin. Donc vous-même, prenez la responsabilité de casser les maillons de cette chaîne-là et d'aller voir vraiment... Et c'est ça qui est difficile aussi. Je me rends compte, je me dis, mais ces gens qui ont des pulsions ou des envies ou des désirs inavouables, ils vont où pour se faire aider ?
parce qu'on les considère comme la lie de l'humanité, comme des monstres. Ils sont totalement déshumanisés, ces gens-là. Et donc, ils vont où pour se faire soigner ? Comment est-ce qu'on va à la racine du mal et comment est-ce qu'on le désamorce ? Donc, voilà, j'ai envie de leur dire, vous avez le choix et la possibilité de ne pas détruire quelqu'un ou de ne pas voler l'enfance d'un être vivant. Essayez de reconquérir la vôtre d'enfance et essayez d'aller guérir ce que vous avez à guérir parce que, effectivement, c'est une maladie, enfin, c'est un trouble profond. Ce sont des gens qui sont profondément malades. Après des années d'abus, tu décides de tout raconter à seulement 17 ans. Pourquoi et qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là ? À 17 ans, à 16 ans, je tombe enceinte et je décide d'avorter. Enfin, non, à 17 ans, j'ai vraiment... je crois que j'ai à peine 17 ans. Donc souvent, il y a des retours de trauma au moment des avortements, des grossesses. Ça, c'est très fréquent. Et tout de suite après, ma mère m'annonce que ma sœur ne veut plus voir mon père non plus. Et donc à ce moment-là, j'ai la conviction intime qu'il lui est arrivé la même chose. Je lui pose la question, elle confirme, elle a 8 ans. Et là, c'est très étrange parce qu'en fait, j'ai l'impression que si moi, il m'arrive des choses, c'est moins grave que s'il arrive des choses aux gens que j'aime. C'est comme si c'est peut-être de l'orgueil, mais je me dis toujours, moi, je suis forte, je peux m'en sortir. J'ai les ressources pour m'en sortir de tout. J'ai vraiment cette sensation très arrogante de penser que je suis solide. Mais je me dis toujours, mais en revanche, peut-être que les autres n'ont pas cette force de résilience ou cette capacité. Et donc, ça m'est insupportable qu'on puisse faire du mal à des gens qui sont peut-être moins équipés, moins armés, plus fragiles, plus vulnérables. Et donc, j'ai ce côté un peu, voilà, c'est justicière, j'en sais rien, mais en tout cas, on ne touche pas aux plus fragiles. Et donc, si ça m'arrive à moi, je ne vais pas forcément attaquer, mais comme c'est arrivé à ma sœur, là, je n'avais pas d'autre choix que de mettre mon père hors d'atteinte et hors d'état de nuire, en fait. Voilà. Donc, j'ai décidé d'aller à la brigade des mineurs à 17 ans et de porter plainte contre mon père. Ça a dû être vraiment difficile de trouver en toi la force de faire ça à 17 ans. Ouais, c'est très très dur oui, c'était très très dur parce que j'avais beaucoup d'amour pour mon père. Et toujours, oui, voilà, c'est très difficile de pas aimer ses parents, surtout quand on est jeune. Après, il y a un mécanisme de défense qui fait qu'on peut couper le sentiment. On n'est pas obligé d'aimer ses parents, mais quand même, c'est pas si facile que ça. Et donc, oui, c'était dur. C'était très dur et en même temps, je me suis mis un peu en pilote automatique. Ouais. C'est le moment où on se dit, on n'a pas le choix et donc, on y va, quoi. C'est un peu comme... c'est ça, c'est aller au front et donc, on imagine que ceux qui faisaient des guerres ou des combats avant, ils n'avaient pas nécessairement envie d'y aller, mais ils y allaient quand même. Donc, on se met dans un état d'esprit, une force mentale où on n'a pas le choix. Mais ça a été effectivement... extrêmement éprouvant et après j'ai eu de l'aide. Je pense que seule on peut pas y arriver, donc j'ai eu l'aide de mes anciens beaux-parents, j'ai eu l'aide de ma mère qui était l'aide, oui, le soutien, en tout cas elle m'a cru, l'avocat, la justice aussi qui m'a cru, donc j'ai eu beaucoup de chance. Justement, comment ta mère accueille-t-elle ton récit à ce moment-là? Et parce que c'est difficile de se dire comment bien réagir face à des confidences complètement bouleversantes comme ça de la part de son enfant. Comment est-ce qu'elle a réagi? Elle a réagi de manière intelligente parce qu'elle n'a pas du tout, mis en cause ma parole. Donc, elle m'a cru tout de suite, même si elle m'a demandé de le répéter plusieurs fois. Parce que c'était comme si c'était irréel, en fait. Donc, besoin vraiment de se dire, c'est pas un cauchemar, je vais pas me réveiller, c'est vraiment vrai. Donc, elle s'est effondrée, évidemment. Et après,
elle a eu, je trouve, elle a eu beaucoup d'intelligence parce qu'elle n'a pas déversé sa haine ou sa colère ou sa rage qu'elle a pu ressentir vis-à-vis de mon père. Donc, elle m'a pas fait sentir ni coupable, ni... Elle est restée très digne dans sa blessure. Elle m'a pas chargée en plus ni de sa propre culpabilité, ni de sa rage, même si elle les a traversées, hein, évidemment. Elle est passée, évidemment, par tous ces états, mais elle me les a pas fait porter, ou en tout cas, je les ai pas ressentis de manière très lourde. Donc, je dirais, si votre enfant vous dit ça, c'est vous l'adulte, donc prenez la parole, accueillez-la, et même si vous traversez des choses, essayez de les traverser avec vos thérapeutes, essayez de protéger l'enfant de vos propres émotions, c'est-à-dire qu'il a déjà les siennes à gérer ou à régler, pas en plus le charger des vôtres. Donc c'est difficile, hein, mais donc elle, c'est ce qu'elle a fait, j'en suis très très reconnaissante d'avoir fait ça. Et après, moi j'avais toujours cet instinct de protection envers elle, donc j'ai toujours eu envie de la protéger elle, ou de protéger les autres, quoi. Ouais. Parce qu'encore une fois, je pense que c'est dur quand il vous arrive quelque chose à soi, mais quand il arrive quelque chose à son enfant, c'est encore pire. Ouais. C'est limite insupportable, quoi. Ouais. On remarque toute l'ambiguïté de ta relation avec ton père lorsque l'avocat t'annonce avec joie qu'il va devoir comparaître devant le juge. De ton côté, tu accueilles la nouvelle avec tristesse. Ces sentiments contradictoires, c'est toute la complexité de l'inceste par rapport à une agression sexuelle qui se passe hors du cercle proche. Comment gérer cette proximité émotionnelle avec l'agresseur quand on est victime ? C'est une très bonne question. C'est-à-dire que, effectivement, le problème de l'inceste, et c'est tout le drame, c'est que ça se passe dans une sphère intime avec des émotions, avec une connexion, avec une relation proche. C'est ce que je dis, c'est que j'ai pas eu le luxe de haïr mon agresseur ou de le voir comme un agresseur. C'était d'abord et avant tout mon père. Et donc, il y a cette ambivalence où j'ai jamais eu envie de lui faire du mal, ni de me venger. Il n'y a jamais eu de désir de le voir ni souffrir, ni payer. C'était juste vraiment, il faut arrêter ça. Mais la notion de prison, pour moi, c'est pas que j'avais pas envie qu'il aille en prison, j'avais envie qu'il se soigne. Mais force est de constater que la reconnaissance de la justice et d'une autorité supérieure a été extrêmement importante, voire essentielle dans ma reconstruction. C'est-à-dire d'avoir quelqu'un qui dit oui, c'est vrai, il s'est passé ça, et il y a des répercussions, et c'est pas normal, et il faut l'arrêter. Donc d'avoir cette autorité supérieure et d'avoir cette société qui aussi remet les choses à leur place, qui dit non, le bien, le mal, le juste, l'injuste. Donc j'ai eu énormément de chance de faire partie des 3% des cas qui aboutissent à une condamnation, et en même temps, au moment où je vis tout ça, c'est une grande douleur de voir effectivement cette famille complètement anéantie, ma fratrie anéantie, mon père qui va être enfermé, qui va probablement vivre des choses terribles en prison, parce que voilà, je savais même à 17 ans que les pédocriminels en prison, ils risquent gros. Donc tout ça, c'est mon cas est un peu particulier. Il y a pas mal de gens après qui me disaient mais je comprends pas comment vous avez pu pardonner, ou je comprends pas comment vous pouvez avoir encore de l'amour ou des sentiments positifs pour votre famille ou votre père après ce qu'il vous a fait. Mais en fait, c'est ma structure interne en fait aussi. C'est ce que je dis, c'est que c'est peut-être aussi pour moi, enfin que j'ai envie de m'épargner de haïr. J'ai envie de m'épargner d'avoir des sentiments négatifs envers quiconque, et encore plus envers mon père. Enfin, et puis parce que les choses, elles sont pas noires ou blanches, elles sont nuancées, elles sont les êtres humains, ils ont cette capacité à l'horreur, et puis ils ont aussi
des belles choses. Donc, moi, j'ai aussi cette capacité à toujours voir le positif dans tout. Donc, parfois, c'est bien et parfois, c'est un problème. Et donc, voilà, mon père, il est malade, il a jamais réussi ni à se pardonner, ni à sortir de cette toxicité, ni à se remettre en question. C'est probablement un narcissique, probablement un pervers, probablement... Voilà, il coche toutes les cases et en même temps, je ne lui veux pas de mal, j'ai pas envie qu'il souffre, j'ai envie qu'il se fasse soigner. Enfin, j'avais envie qu'il se fasse soigner, mais c'est pas... Voilà, le but, c'est pas de payer, c'est de remettre les choses à leur place, de remettre de la justesse là où il n'y en a pas, de rééquilibrer. Et de faire aussi un équilibre, en effet, avec la parole de ton père, parce que, comme tu le racontes, il y a une incroyable violence dans sa défense à ce moment-là. Ouais. Et je me suis demandé, à un moment, est-ce que tu as regretté d'avoir parlé à la suite de cette violence, en fait? Non, j'ai jamais regretté d'avoir parlé. Non, à partir du moment où la vérité était sortie, elle était sortie. Enfin, il fallait aller au bout. L'intégrité, quand l'intégrité est là, on ne peut plus faire machine arrière. C'est-à-dire que non, j'ai jamais regretté d'avoir parlé. En revanche, j'aurais aimé être épargnée d'entendre ce que j'ai entendu. Mais en même temps, je voyais, vous savez, comme ces animaux qui sont pris... Je donne souvent cette image, parce que c'est vraiment comme ça que je l'ai vu. Vous savez, cet animal pris au piège par la patte et qui va se dévorer la patte pour s'en sortir, en fait. Et donc, c'est vraiment... j'essayais aussi de me mettre à sa place en me disant, si sa vie comme ça s'effondre et qu'il y a tout qui s'effondre, peut-être que j'aurais réagi comme ça aussi. On ne sait pas comment on réagit dans ce cas-là. Quand tout s'écroule et quand... Il aurait fallu qu'il ait une force inouïe pour admettre. Il y en a qui l'ont, hein. Il y en a qui ont cette force d'admettre et c'est probablement très libérateur. Il l'a admis avec moi en privé. Donc, avec moi en privé... Il a libéré sa conscience, mais l'image, comme son image, c'est très importante, l'image de la société sur lui ou des autres membres de sa famille sur lui, ça, il n'a jamais réussi à lâcher là-dessus. Et donc, il a préféré sacrifier effectivement sa famille et tout le reste plutôt que d'admettre et de se libérer, de libérer sa propre conscience. Beaucoup de victimes de violences sexuelles se retrouvent, elles ou eux-mêmes, accusées de mentir ou de l'avoir cherché. Comment on fait face à cette profonde injustice de l'inversion des rôles? C'est la double peine. C'est vraiment la double peine, c'est-à-dire que c'est... Il y a une dimension... Moi, j'ai beaucoup traversé de colère par rapport à ça. La colère, elle était pas... La colère que j'ai traversée et que j'ai dû vraiment, vraiment libérer et sortir et transformer, elle n'était pas liée à, je dirais nécessairement à l'acte de l'abus en lui-même. Encore une fois, c'était plus lié au rejet, à l'inversion des rôles, au fait d'être comme ça, d'être évincé, écarté, abandonné, rejeté. On se dit, mais c'est quand même... c'est hallucinant, c'est surréaliste en fait même, de se dire, mais... Je n'ai pas cherché. Et donc, ça participe aussi à ce côté culpabilité honte, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal pour être vraiment le vilain petit canard. Donc ça, c'est, je dirais, presque le plus dur. Enfin, l'acte en lui-même, évidemment, qu'il a des répercussions, comme je disais, c'est la déflagration totale de son être. Mais alors après... de ne pas avoir le soutien, l'écoute. En fait, ça met tellement mal à l'aise les gens. C'est tellement dur à admettre que pour beaucoup, la simplicité, c'est le déni et le rejet. Et le rejet, c'est-à-dire que tout d'un coup, comme on n'a pas les ressources pour accueillir ça, c'est beaucoup plus facile de dire non, ça n'a pas existé. C'est le déni absolu. C'est pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir ni entendre. Donc, là encore, je pense que c'est des histoires de capacité. Ces gens-là n'ont pas la capacité à accueillir cette vérité insupportable. Donc ils préfèrent mettre ça sur le compte de la manipulation ou du mensonge. Et en même temps, moi, ce que je me disais, c'est mais quel est l'intérêt à tout perdre pour un mensonge? Enfin, qu'est-ce qu'on y gagne?
on gagne quoi? Être rejeté, être stigmatisé de cette manière-là. Mais personne n'a envie d'être victime. En plus, victime de... Voilà, il y a quoi... C'est pas un rôle facile à porter. Mais non, il est même insupportable. On a envie de se décoller, d'enlever cette peau-là très étriquée, gluante, en fait. On n'a pas envie d'avoir ça. Donc, ouais, beaucoup de fois, je me suis posé cette question en disant, mais ça n'a pas de sens, en fait. C'est de l'absurde. On est dans le domaine de l'absurde. Et en même temps, on ne peut pas forcer quelqu'un à admettre quand il n'est pas une vérité blessante, quand il n'est pas prêt à l'accueillir, à l'admettre, quand il n'a pas les ressources. On ne peut pas forcer. Donc, quelque part, là encore, il m'a fallu aussi un long cheminement pour accepter que cette vérité ne serait probablement pas entendue par les personnes que j'aimais le plus au monde et qui étaient vraiment mon noyau dur, quoi, ma fratrie. Qu'est-ce que tu conseillerais à une victime d'inceste qui hésite à dénoncer son agresseur? Il faut jamais hésiter à parler et à le sortir. Ne serait-ce que parce qu'en fait, c'est simple, hein, mais quand le secret reste à l'intérieur, il va vous détruire, il va vous grignoter de l'intérieur. Donc en fait, il va vraiment... C'est une guerre que vous faites à vous-même, en fait. Inconsciente, hein, mais la vérité... elle est très, très, très réparatrice, elle est très importante. C'est vraiment, c'est comme un abcès qu'on perce. Bon, c'est douloureux, ça fait mal, ça pue, c'est moche. Mais au moins, c'est le premier pas vers la cicatrisation. Le silence, l'inceste, c'est vraiment, c'est cette blessure, c'est cet abcès qui s'infecte à l'intérieur. Et il n'y a qu'une seule moyen de sortir, c'est de faire une incision et de le sortir. Il n'y a pas d'autre option. Donc, ou alors c'est de l'autodestruction et on s'autodétruit jusqu'à terminer par le sacrifice de soi-même. Et il y en a beaucoup. Je pense qu'il y a énormément d'addictions, de dépressions, de maladies de maladies mentales qui sont liées à ça, qui sont liées à des abus qui n'ont pas été conscientisés, qui ne sont pas sortis et qui du coup créent des bugs dans le système ou des mécanismes d'autodestruction. Je pense même qu'il y a aussi beaucoup de maladies auto-immunes, je pense même qu'il y a beaucoup de maladies qui trouvent leur source dans ce genre de traumatisme. Les cellules s'attaquent en fait, se font du mal, quoi. Donc allez-y, parlez-en. Trouvez quelqu'un en qui vous avez vraiment confiance, ou quelqu'un de neutre, un thérapeute, et sortez-le, quoi. Tu parlais tout à l'heure de la destruction de ton noyau dur, des gens de tes proches, en fait, de ton cercle proche. À la suite de ta prise de parole devant la justice, ta famille se déchire et tu perds le contact avec tes frères. Comment on fait face au délitement de la famille qui suit souvent les drames comme l'inceste? C'est un deuil. C'est un processus de deuil, en fait. C'est vraiment mon processus de deuil. Il y a plein d'émotions incompressibles qu'on passe. Donc, il y a la colère, il y a l'incompréhension, il y a eu longtemps la colère. Et puis, un jour, il y a l'acceptation. Voilà, l'acceptation que les choses, elles sont telles qu'elles sont et que ça échappe à son pouvoir. Et donc, chacun est libre de prendre ce genre de choses comme il le peut, comme il le souhaite. Et donc, c'est un deuil. C'est vraiment faire le deuil de ce qui n'est plus. Et il y a encore des moments... Ouais, il y a des moments où, même là, avec la sortie du livre, c'est vrai que j'attendais pas spécifiquement. Je me disais, je suis sûre qu'ils vont pas le lire ou qu'ils vont pas... Mais effectivement, il y a pas de réaction, il y a pas de retour, il y a rien, quoi. C'est vraiment... Donc là, je suis suffisamment bien construite avec moi-même et heureuse dans ma vie pour ne pas en souffrir outre mesure. Mais voilà, je regarde les choses et je me dis,
c'est le deuil. C'est le deuil. C'est vraiment le... Les choses ne peuvent plus jamais être comme avant. Mais ce que j'aimerais dire aux victimes, c'est qu'elles ne sont pas responsables de ça. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas responsables, jamais, en aucun cas, de la destruction de cette famille. La seule personne qui est responsable, c'est celui qui fait le choix, conscient ou inconscient, de passer le cap de l'abus et d'aller vers le passage à l'acte. C'est la seule personne qui porte la responsabilité. Donc, voilà, je me dis, mon père était responsable de la destruction de sa propre famille, et c'est vraiment dommage parce que on s'aimait fort, quoi. Avec mes frères, c'était vraiment ma tribu, quoi, mon clan. Je les aimais, et je les aime toujours d'ailleurs, très très fort. Mais on ne se reverra peut-être jamais. Voilà. À 20 ans, tu accouches d'un fils. Oui. Tu écris que tu lui dois ta survie et ta guérison. Comment est-ce qu'il t'a raccroché au monde et que souhaites-tu lui transmettre à travers ce livre ? Oui, il était très important, ça a été mon ange gardien, mon fils. Dans les moments où on veut lâcher la rampe, où c'est trop dur et on se dit, je vais sauter d'une fenêtre, ça sera comme ça sera réglé. Là, non, on peut pas. C'est pas possible. On a la responsabilité d'un être vivant qui a rien demandé, qui est là. Et donc oui, c'est en ça que je lui donne ma survie. C'est parce que vraiment, il a été là dans des moments un peu désespérés, où on se dit, mais je ne peux pas abandonner le navire. Je ne peux pas. Parce qu'il est là. Donc, et en même temps, ça a été aussi une façon pour moi de fonder ma propre famille. C'est ma famille, voilà, c'est la famille que j'ai choisie, que je crée, que je construis. Et donc, et qu'est-ce que j'aimerais lui transmettre ? Il y a cette phrase qu'il m'a dit un jour et qui m'a beaucoup marquée. Il me dit, maman, tu es comme une balle, quand tu tombes, tu rebondis toujours plus haut. Et pour moi, lui, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il a cette capacité aussi de rebondir. Il a 22 ans. Je crois énormément en lui, en fait. Je pense que les enfants sont souvent des versions améliorées, en fait, à chaque fois. C'est un peu des... il y a des programmes d'ordinateurs. À chaque fois, les ordinateurs sont plus performants, vont plus vite, ils downloadent plus vite. Et donc, j'ai une grande foi aux nouvelles générations. Je pense que les générations sont là pour pas mal libérer du transgénérationnel et en même temps créer une société meilleure. Donc, je porte beaucoup d'espoir en lui. D'ailleurs, je le dis dans ma lettre qui lui est adressée. Je dis, j'ai fait ce que j'ai pu. Je pense que c'est important quand on est parent aussi d'arriver à demander pardon à ses enfants. J'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais. J'ai bien merdé parfois. Je t'offrirai ta thérapie. Ça, c'est clair. Autant que tu en auras besoin. Et après, il aura aussi, lui, son chemin à faire, son parcours de résilience ou de libération. Et le fait de lire ce livre, ça lui a fait beaucoup de bien. Il a lu, il l'a terminé en larmes et il m'a dit une chose très belle. Il m'a dit, mais tous les parents devraient écrire des livres. C'est-à-dire que tous les parents devraient s'ouvrir comme ça, parce que je pense que quand il n'y a plus de secrets ou quand il n'y a plus rien à cacher, ça libère aussi les générations à venir. D'un coup, on se dit, on connaît son histoire, on connaît d'où on vient, et puis de se dire que nos parents sont des êtres humains avec des souffrances et des blessures d'enfants, et ils ont fait ce qu'ils ont pu comme ils pouvaient avec ce qu'ils avaient, et parfois ils n'ont pas pu plus, quoi. Mais en tant que parent, de dire je te demande pardon pour ça, c'est important, c'est très important. Tu conseilles de mettre les mots, de parler à ses enfants des choses difficiles comme ça ? Oui, il y a des moments pour ça. Je pense qu'il y a des âges, des moments où on est plus à même de les entendre. Mais oui, je crois que c'est très, très important de... Parce que de toute manière, c'est toujours pareil. Les non-dits, ils se transmettent. L'histoire, elle se transmet. Elle se porte. On a des bagages, donc on porte les bagages. Et quand on ne sait pas ce qu'il y a dedans, c'est encore plus lourd, quoi. Ouais. Alors que quand on se pose et qu'on dit, t'as ça dans ton bagage, viens, on va faire du nettoyage ensemble, viens, on va sortir ce dont on n'a plus besoin. C'est ce que j'appelle le travail transgénérationnel.
C'est essentiel. Ouais. Tu as continué ta quête spirituelle au fil des voyages dans des cultures ancestrales. Qu'est-ce que tu y cherchais? Et comment est-ce que les voyages physiques, mais aussi intérieurs, nous font grandir et nous guérissent parfois? C'est une très bonne question. Qu'est-ce que je suis allée chercher dans mes voyages? Je suis allée chercher moi. Je suis allée me chercher désespérément dans toutes les cultures ancestrales. En fait, je me suis dit, voilà, si j'ai plus de repères, parce qu'en fait, on se construit avec nos repères familiaux, notre société, notre culture, comment les gens vous perçoivent aussi, les projections qu'ils font sur vous. Et donc, si tout ça disparaît et que je me retrouve dans une culture où je n'ai plus aucun repère et où je n'ai plus aucun point de référence, je vais me découvrir, forcément. Je n'aurai plus que moi, en fait. Et là, on va aussi au cœur de l'humanité, de ce qui nous rapproche, de ce qui nous unit, de ce qui nous constitue, en fait. On a tous les mêmes émotions, on a tous les mêmes besoins en tant qu'humain. Et donc, j'avais besoin vraiment de me perdre loin et d'aller parfois dans des expériences très extrêmes pour n'avoir que mon être intérieur. C'est-à-dire de vraiment aller à l'essence de qui je suis, quoi. C'est-à-dire je ne suis pas une enfant abusée, je ne suis pas seulement la fille de mon père, je ne suis pas la mère de mon fils seulement, je ne suis pas la fille de mes parents, je suis une âme, un esprit, un être, des cellules, un conglomérat de cellules, de molécules. Mais qui je suis au fond, quoi. C'était vraiment cette question de je suis qui au fond. Et qu'est-ce que je suis venue foutre là? Deux grandes questions de mon existence, qui je suis et qu'est-ce que je suis venue faire sur cette terre. Voilà, aussi simple. Et donc, ça m'a emmenée effectivement à prendre tous les psychotropes possibles et imaginables, à essayer toutes les techniques chamaniques possibles et imaginables, à essayer d'explorer le plus loin possible. Mais vous savez, il y a toujours cette phrase qui dit vous pouvez monter la plus haute des montagnes, aller au fond de l'océan, et en fait le vrai trésor, il est enfoui en soi-même. Il est vraiment en soi, profondément. J'aurais pu probablement me mettre dans un temple et passer les 15 dernières années à méditer, et j'aurais probablement trouvé bien plus vite. Je sais pas. Mais non, moi j'ai eu besoin vraiment d'aller chercher les limites aussi. Je pense que comme j'ai pas eu de limites avec mon père sur la sexualité, donc il n'y a pas de limite. Donc elle est où cette limite-là? Donc d'aller vraiment chercher la limite de ce qui est bon, pas bon, acceptable, pas acceptable, de ce qui fait du mal, de ce que je peux supporter ou de ce que je peux... C'est tout ça, les voyages. Et puis les voyages, c'est aussi la rencontre avec l'autre, mais l'autre similaire à soi. C'est-à-dire que on s'aperçoit, voilà, quand on va dans des endroits très très reculés, que même si les êtres humains ont des cultures extrêmement différentes, ont des vies extrêmement différentes, au fond, on est constitué vraiment des mêmes choses, quoi. On a des familles, on a besoin de manger, de dormir, de boire, d'aimer, de s'unir, de célébrer, d'être en bonne santé. Enfin, les besoins sont les mêmes, et donc c'est vraiment d'aller retrouver aussi cette unité dans la diversité, et de s'ouvrir, quoi, de devenir plus tolérant. Ouais. Ça t'a aidé? Ah oui, moi c'est ce que je dis à chaque fois, c'est dans chaque fois que je raconte un voyage, j'ai rencontré une nouvelle famille, c'est-à-dire que j'ai perdu une famille, qui est ma famille de sang, mais j'en ai gagné tellement plein d'autres. J'ai gagné des mères de substitution, des pères de substitution, des enfants, enfin j'ai vraiment gagné des familles, des clans, oui, j'ai gagné une famille beaucoup plus vaste. Donc en ça m'a aidée, et après... Oui, ça m'a apporté beaucoup de solidité, beaucoup de solidité, beaucoup de force, beaucoup de...
Et puis après, peut-être un peu plus d'humilité aussi, parce que j'ai quand même grandi dans un milieu, de cinéma, où l'ego, il est quand même très, très, très sollicité. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc c'est un ego qui est boosté. Et donc là, d'aller dans des endroits où on s'en fout, quoi. On est personne. Ouais. On n'est ni actrice, on est personne. On est juste un être humain parmi d'autres. Pareil, quoi. Il y a plus cette notion, ni de notoriété, ni d'idolâtrerie. Tout ça, c'est vraiment des énormes conneries, quoi. Ouais, ça remet bien les pendules à l'heure. Comme tu dis, tu es aussi actrice à côté, donc de tous ces voyages, tout ça. C'est le monde du cinéma dans lequel tu évolues, et il est loin d'échapper à la violence sexiste. Comme on l'a vu dans l'actualité, en fait, on le voit en ce moment avec des grands acteurs qui sont de plus en plus dénoncés pour leurs actes, pour leurs abus. On te pousse notamment à faire des scènes nues dans lesquelles tu n'es pas confortable. On te fait des propositions dégradantes. Qu'est-ce que ces violences t'ont appris sur toi ? Je ne sais pas vraiment ce que ça m'a appris sur moi, si ce n'est la nécessité de mettre des limites ou d'essayer de naviguer. C'est très complexe comme question. Qu'est-ce que ça... Non, ce que ça apprend, c'est surtout ce que ça apprend sur aussi le côté obscur de l'humain. En fait, le cinéma, c'est le reflet de la société, du monde, de l'existence. On est censé raconter un peu l'humain. Et en fait, il y a un peu le trio de destruction, c'est-à-dire le pouvoir, l'argent et l'ego. Donc quand on a cette combinaison-là, il faut avoir beaucoup d'intégrité, il faut avoir beaucoup d'humanité et de valeur pour pas tomber dans l'abus. Donc l'abus, il est presque... C'est de recherche de domination, donc c'est une recherche de dominer l'autre, de la servir, Voilà, c'est un peu ça que j'ai appris, c'est que là où il y a de l'argent, du pouvoir et de l'ego, c'est plus risqué. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut être encore plus vigilant, il faut être encore plus élevé spirituellement, justement, pour ne pas tomber dans ce travers de dominer l'autre. Et après, moi, je pense que tout vient des traumatismes de l'enfance. Donc, il y a beaucoup d'acteurs ou d'artistes ou de gens qui cherchent le pouvoir, qui sont des gens qui sont aussi abîmés, qui sont des enfants abîmés. Peut-être qu'ils essaient de se réparer à travers le pouvoir, l'argent, avec des forts égaux, quoi. C'est que des enfants blessés. En fait, on est 99,9% d'enfants blessés. Le 0,001, c'est peut-être les maîtres spirituels ou les gens qui sont... ou des gens très simples. Moi, les gens qui sont les plus élevés spirituellement, c'est des gens très simples. C'est des gens qui labourent la terre, des fermiers, des gens qui sont pas du tout dans cette recherche ni de reconnaissance, ni de pouvoir, ni... Donc, naviguer dans ce milieu, oui, c'était compliqué, oui. Ouais. C'était un peu compliqué. Et en même temps, il y a des très belles choses aussi. C'est-à-dire que, voilà, il n'y a pas tout à jeter. C'est ce que je dis dans le livre aussi. Il y a aussi des belles choses, des beaux moments, des belles rencontres. Heureusement. C'est aussi pour ça qu'on le fait. C'est-à-dire que là, on est un peu axé, fixé sur les choses à changer, à nettoyer, à purifier de ce milieu, mais il y a quand même des belles choses. Tu es aussi confrontée à de nombreuses reprises dans ta vie à la violence des hommes en général, pas forcément même du milieu du cinéma. Tu racontes l'histoire d'un chauffeur de taxi qui te prend en otage des réalisateurs abusifs, donc dans le cinéma, mais par exemple, il y a un garde de musée à un moment qui va te frapper en Russie. Cette violence, elle résonne d'autant plus en toi à cause de la blessure d'enfance avec laquelle tu vis. Donc c'est encore pire. Et vraiment, en tant que femme, comment on se protège de cette violence sexuelle ? Comment on fait pour mettre des limites, pour... Éduquons nos garçons. Ouais, éduquons nos garçons. Éduquons, quoi. Faisons de l'éducation la base. On les engendre, ces garçons aussi. Donc, à un moment donné, il faut qu'on prenne notre responsabilité collectivement aussi en disant non, il y a des choses, non. Non et non.
Et après, au niveau de la société aussi, quel film on fait, quelle œuvre on engendre, quel livre on écrit. Comment est-ce qu'on éveille le masculin dans sa masculinité sacrée, respectueuse. Moi, j'ai pas de haine de l'homme. J'en ai eu de la colère contre les hommes, mais j'en ai plus là. Parce que je me dis, ouais, ils ont besoin d'être guidés aussi, d'être réveillés, d'être à leur propre féminité aussi. C'est-à-dire, je crois que j'écris une lettre aux hommes. Et dans ma lettre aux hommes, j'essaie de me mettre à leur place. Et à un moment donné, j'écris aussi que ça doit être très dur d'être un homme parce que ils ont pas, franchement, ils ne s'autorisent pas le droit à être vulnérables. Il y a beaucoup d'hommes qui ont cette pression. Et peut-être qu'il y a une sorte de jalousie du féminin, en fait. Jalousie déjà, une envie, une jalousie des femmes à engendrer la vie, à être aussi connectées à ses émotions, à s'autoriser à être vulnérables, à s'autoriser à la fragilité. Alors que les hommes, le masculin, c'est plus difficile pour un homme de fondre en larmes, de se foutre à terre, de se dire voilà, je suis totalement en vrac. Il y a de plus en plus de cercles d'hommes comme ça qui s'autorisent à être vulnérables. Mais il y a quand même une pression aussi, même d'avoir un sexe d'homme là pour conquérir, pour enfanter, engendrer des nations. Ça doit être compliqué à gérer. Mais un homme, ça s'empêche, effectivement. C'est-à-dire qu'un homme doit apprendre à canaliser cette énergie sexuelle, à en faire quelque chose, à ne plus voir la femme comme un ennemi ou comme un danger ou comme... Oui, le masculin. Après, moi, je parle plus en termes de polarité masculine et féminine, mais masculin, il a ce truc un peu conquérant. Il faut qu'il plante des drapeaux un peu partout. C'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Et en fait, moi, c'est ce que j'avais dit à mon mec un jour. J'ai dit, mais tu plantes pas de drapeaux. En fait, juste à un jardin, occupe-toi-en et tu verras, ça va donner des fruits, ça va être super. C'est ce que je dis dans le texte d'ailleurs. C'est la différence entre essayer de posséder, de conquérir, de dominer, en fait, encore une fois, qui est peut-être inhérent à la polarité masculine, et à la fois le fait de dire non, occupe-toi de cette terre, de ce jardin qu'est le féminin, qui est très généreux. En fait, les hommes sont victimes de leurs propres injonctions, des injonctions que la société leur renvoie aussi. Je pense aussi, c'est-à-dire que... Et après, encore une fois, c'est pas tout blanc ou tout noir. Les abus, ils sont aussi du côté féminin, ils sont de partout, en fait, les abus. Et donc, c'est que chacun prenne sa responsabilité. Il y a des hommes magnifiques, qui sont des hommes qui protègent les femmes, qui ont aussi envie de s'améliorer, qui ont envie de comprendre, ils ont envie d'avoir des clés, ils ont envie de comprendre comment faire pour être des meilleurs êtres humains, pour vraiment accueillir, ne plus avoir peur des femmes, du féminin, pour maîtriser aussi leur désir. Parce que le désir, il est pas forcément... Il est même très beau, le désir. Mais on en fait quoi ? Comment est-ce qu'on canalise cette énergie-là ? Tu dis éduquons nos garçons. Et toi, tu es un garçon. Oui. Donc, comment on fait ? Est-ce que tu as des pistes ? Beaucoup de communication, beaucoup d'explications aussi. Par exemple, je lui ai dit récemment, voilà, si une fille avec qui tu es n'est pas en état de prendre une décision, c'est-à-dire que si elle a bu, si elle est en état de fragilité, tu ne la touches pas. Tu la ramènes, tu la protèges, tu fais en sorte qu'elle est en sécurité, tu es là pour qu'elle soit en sécurité. Donc si tu vois qu'une femme n'est, même si tu la désires infiniment et que tu te dis peut-être que là, non, c'est impossible. Voilà, c'est des choses aussi simples que ça, de dire tu as une responsabilité de protection. En fait, on dit quand on a une fille, on lui apprend à se protéger des hommes. Quand on a un garçon, on lui apprend à protéger les femmes. Mais oui, c'est sûr, c'est de dire tu as une responsabilité d'intégrité et par la communication, les discussions, on parle beaucoup de ça,
même lui, voilà, de ses problématiques avec les hormones, quoi, aussi. À un âge, les hormones, ça travaille fort. Et donc, comment est-ce qu'on n'est pas esclave de ces hormones, de ces pulsions, de ces envies, de ces frustrations? On en fait quoi? Ah ben, on fait du sport. On fait du sport, on va courir, on va taper dans un ballon, on va parler, on va aller voir des thérapeutes aussi. Mon fils, très tôt, il est allé voir des hypnothérapeutes, il est allé voir des acupuncteurs, il est allé voir je l'ai emmené voir aussi plein de thérapeutes, disant, ben voilà, si tu as un problème, il y a aussi des gens, il faut demander de l'aide. Et nous, en tant que parents, on n'est pas forcément à même d'aider ses propres enfants, donc autant les emmener voir des gens compétents, quoi. À un moment, ton père te recontacte, et lors d'une rencontre, tu lui pardonnes. Comment est-ce que tu te sens à ce moment-là et comment trouver en soi la force de pardonner quand on a vécu quelque chose d'aussi dur? Non, à ce moment-là, c'était pas dur de pardonner, en fait. C'était même... À ce moment-là, c'était pas dur de pardonner. Déjà, il m'a demandé pardon. Donc, quand quelqu'un demande pardon, c'est plus facile de pardonner que quand quelqu'un ne demande pas pardon. Donc, à ce moment-là... Après, bon, j'ai appris que c'est un peu un truc de manipulation et que... Il était encore dans la toxicité, dans la manipulation. C'est là où ça a été plus dur après. Et c'est pas tellement le pardon, oui, j'étais très en colère, ça c'est sûr. Et le pardon, c'est pas quelque chose qui se décide. J'ai pas l'impression que ça se décide. En fait, c'est un peu comme le lâcher prise. Vous savez, c'est je veux lâcher prise. Bah oui, mais non. Le principe du lâcher prise, c'est justement de ne pas vouloir le lâcher prise. Et un jour, on dit ah tiens, j'ai lâché prise. Mais ça arrive quand, justement, on lâche prise, quoi. Ouais. Donc là, c'est un peu pareil avec le pardon. C'est pas parce qu'on veut pardonner qu'on va pardonner. Ouais. Donc, il faut accepter le processus qui fait que c'est un peu... le pardon, pour moi, c'était la cerise sur le gâteau de la guérison. C'est-à-dire, c'est une manière de me libérer aussi. Ouais. Tout d'un coup, c'était... J'ai traversé mes orages, j'ai traversé mes rages, mes colères, mes désespoirs. Enfin, j'ai traversé tout ça. Donc, il faut y aller, quoi. On n'a pas le choix, il faut traverser. Et après, quand on a traversé, on s'allège, on se libère, en fait. Et en se libérant, à un moment donné, la libération ultime, c'est le pardon. Parce que là, à travers le pardon, l'autre n'a plus aucun impact négatif sur soi. Il n'a plus de prise, en fait. Il n'a plus de pouvoir. Et en fait, l'abus, c'est une prise de pouvoir sur l'autre. C'est une prise de domination sur l'autre. Donc, en générant même de la colère et de la haine, il a encore du pouvoir sur nous, l'agresseur. Alors que là, en étant complètement libéré de cette rage, de cette colère, de cette haine, de ce besoin de... Voilà, il n'y a plus de prise, quoi. Il n'y a plus de prise. Et donc là, c'est vraiment, on commence sa vie pour soi. On retrouve sa souveraineté, en fait. Ça, voilà. Tu le disais, la réconciliation, elle va être de courte durée. Tu évoques dans le livre la lâcheté de cet homme qui refuse, malgré les années, de prendre la responsabilité de ce qui s'est passé. Et tu le disais au tout début, c'est cette attitude, c'est ce qu'il y a de plus difficile pour toi, même peut-être plus que les faits eux-mêmes. Pourquoi est-ce qu'il est encore plus dur d'accepter le déni que la blessure? Oui, c'est ce que je dis avec cette phrase. J'ai beaucoup plus de mal à pardonner le lâche que le vice. Comme je disais, on a tous un pardon, alors plus ou moins grande échelle, hein, mais pour moi, la lâcheté, le manque de courage, la lâcheté, oui, c'est plus difficile à accepter ou à comprendre. J'ai l'impression que là, c'est pas de la mauvaise volonté, mais c'est à un moment donné, ayant un peu de courage, quoi, d'assumer justement ses actes, ses ombres, Et c'est là la difficulté qu'on a aussi, même au niveau de notre société, c'est si quelqu'un, on voit très très peu d'agresseurs qui demandent pardon, ou qui admettent d'avoir fait du mal. Il faut beaucoup de courage pour dire oui, j'ai fait du mal. Oui, c'est vrai que j'ai vraiment
beaucoup heurtée, où j'ai tout détruit. Il faut beaucoup de courage pour admettre cette vulnérabilité-là. Et moi, je me dis, c'est une existence gâchée quand on n'a pas ce courage-là, en fait. C'est vraiment, c'est gâché, c'est une fuite. Qu'est-ce qu'on apprend, en fait? Parce qu'il n'y a personne qui est parfait. On fait tous des erreurs, encore une fois, plus ou moins grande échelle. Hein. Il y en a qui font des sacrés dégâts, mais on ne peut pas passer toute sa vie à faire du mal, à tout piétiner et à jamais prendre la responsabilité de ça. Mais à tout niveau, on peut appliquer ça, voilà, à l'échelle de l'humanité, en fait. À l'échelle de l'humanité, on fait quand même beaucoup de conneries et à un moment donné, il faut qu'on puisse être capable de dire « Oui, c'est vrai, on fait beaucoup de conneries. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses? Qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter ça, quoi ?» Et ça nous demande du courage. Courage d'admettre nos failles, nos zones d'ombre, en fait. Notre ombre, notre noir, justement, ce dont on a honte, ce qu'on veut cacher. On a toujours une volonté à vouloir montrer le meilleur de nous, en fait. Mais moi, j'ai plus confiance en quelqu'un qui va me montrer son pire que quelqu'un qui essaie d'être parfait et qui va cacher, qui va camoufler, Moi, j'aime bien les gens qui sont, voilà, ouvertement, voilà, ça c'est moi. Voilà, dans mon côté misérable, dans mon côté un peu... Mais au moins, on sait à quoi s'en tenir. Et j'ai trouvé que mon père était malhonnête dans ce... Voilà. En tout cas, lâche. Et ça, c'est moche. Comment vas-tu aujourd'hui? Est-ce que tu as pu te reconstruire loin de ce passé traumatique et comment? C'est gentil de poser la question. Il faut. Franchement, je crois que j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie, quoi. Mais vraiment, le vrai, la vraie sérénité. Je me sens à ma place, je me sens sereine. Je me sens avoir de nouveau accès à ma joie. Ouais, je vais bien, ouais. Je vais bien. Après, je me rends compte que même si moi je vais bien, le monde va pas forcément bien et cette problématique, là, elle est quand même très présente. Et donc, du coup, j'ai envie de mettre mon expérience, en tout cas, mon cheminement maintenant au service d'autres, en fait. Je me dis, d'essayer d'élargir et d'essayer d'aider d'autres personnes à traverser leurs orages ou à accéder à cet état de paix. C'est pour ça que tu as écrit ce livre? Ouais, j'ai vraiment écrit ce livre. Déjà parce qu'on entend beaucoup le discours de on est marqué au fer rouge à vie. Alors c'est vrai que la cicatrice, elle est à vie, elle est là, elle est visible, hein, mais elle peut ne plus être douloureuse. Donc, on peut guérir, on peut s'en sortir. Nous ne sommes pas... Essayons de ne pas s'identifier à notre blessure, en fait. Notre blessure, c'est notre blessure. Mais on n'a pas besoin de s'identifier à cette blessure. Donc, j'ai écrit ce livre... pour... Puis aussi pour plus avoir rien à cacher de rien. Voilà, c'est-à-dire que maintenant, j'ai plus rien à cacher. C'est une libération incroyable, ça. Hein. Vraiment, cette promo, elle m'a fait beaucoup de bien. Étonnamment. C'est-à-dire que souvent les gens disent « Ah là là, ma peau, ça a dû être dur, c'est vraiment dur de reparler de ça. » Bon, c'est pas... Non, mais même... Enfin... Ça a pu être un peu éprouvant au début, mais alors là, je trouve que c'est tellement libérateur de ne plus rien avoir à cacher. De plus rien avoir à cacher. Donc ouais, non, c'est bien. Merci beaucoup, Vaina, pour cette invitation à briser le silence. Merci. Pour en savoir plus, je vous conseille le livre de Vaina Giocante, À corps ouvert, aux éditions Robert Laffont. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper Graines de Métamorphose dans la barre de recherche pour le retrouver. Vous
pouvez aussi nous suivre et découvrir les actualités du podcast sur notre Instagram, Graines de Métamorphose. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, retrouvez Anne et ses invités avec de nouveaux épisodes de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.